Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de mégatruffes. Et on va surtout faire quelques petits outils, quelques petites modifications, quelques petites choses qui sont utiles. Et on va travailler petit à petit, progressivement. Comme si moi je travaillais sur un document, je vais essayer de réaliser une affiche. On va intégrer de la typographie, on va un petit peu modifier le visage, on va un petit peu modifier les couleurs, les tonalités. Et je vais vous montrer comment moi je travaille sur un projet. Je pars un petit peu en roue libre, je n'ai pas d'idée précise de vers quoi je veux faire, mais ce n'est pas grave, comme ça on va découvrir les outils. La première chose que je fais, et c'est important, comme j'ai dit, de garder à l'esprit le fait de travailler de manière non destructive. Donc, travailler de manière non destructive, soit il y a l'ancienne méthode, où par exemple on avait son calque, donc c'est une image d'origine, on avait son calque d'origine, on pouvait dupliquer son calque de différentes manières, on peut glisser, déposer le calque ici, on peut faire un raccourci clavier commande J. Vous voyez, quand on duplique le calque, le poids du document, petit à petit, il va augmenter. Il doit se mettre à jour tout seul, mais il ne se met pas forcément à jour tout seul, il y a parfois des petits soucis, mais chaque fois qu'on va dupliquer le calque, on va dupliquer le poids du document, évidemment. Donc ça, c'est une méthode qui est un petit peu ancienne, sur laquelle on va dupliquer le calque et ne jamais travailler sur le calque d'origine, toujours travailler sur une copie. L'autre solution, et c'est ça qui est intéressant aussi, mais on va travailler peut-être avec les deux manières, c'est qu'on peut transformer son calque en calque intelligent, en smart layer, en smart calque, en calque dynamique. Ça a différents noms, le principe est le même. Ça va transformer ce calque en objet intelligent et du coup on va avoir appliqué cette espèce de petite icône-ci. Ce qui veut dire que ce calque, cet objet intelligent, à tout moment on peut revenir à l'origine. Les modifications qu'on va faire dessus, d'ailleurs il y a des modifications qu'on ne pourra pas faire dessus parce que ça va verrouiller en quelque sorte le calque, ça ne sera jamais destructeur. Et qu'est-ce qui est intéressant? Juste pour vous montrer l'équivalent, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de travailler avec des calques dynamiques pour quasiment tout. En démonstration, je vais dupliquer mon calque, commande J, je vais faire commande T pour transformer et du coup j'ai ce qu'on appelle un cadre de transformation qui apparaît avec des points d'ancrage. Et regardez, je vais diminuer très 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 fortement la taille de mon élément photo. J'appuie sur Enter, je vais zoomer dessus. Vous voyez que là on a une pixelisation qui commence à être forte. Je vais dézoomer. Et si jamais, là c'est pour vous démontrer le principe que c'est destructeur. On fait pas ça dans la vie, c'est pour vous montrer. Sauf si on veut faire une trame. Mais je vais resélectionner mon élément et je vais le réétendre à sa pleine taille. Enter. Voilà. On a détruit l'image parce qu'on l'a comprimé, on l'a réduit. Comme la démonstration que je faisais avec le papier, on a réduit la qualité, les propriétés de cette image en réduisant sa taille, en réaugmentant sa taille. Par contre, si jamais je vais dupliquer mon calque et là aussi je vais le convertir en objet dynamique, vous allez voir. Convert to Smart Object, c'est la même chose, mais on peut faire... Pourquoi j'enlève mes lunettes? Moi, c'est hallucinant. On peut aller dans Calque, on peut aller aussi justement convertir ici en calque dynamique, et on peut aller dans Filtre, on peut aller convertir pour Smart Filter. C'est 3 fois la même chose avec des noms différents. Adobe, tu es con pour ça, tu ferais mieux de l'appeler de la même manière, ça serait moins perturbant. D'ailleurs, il y a une grande semaine de conférences Adobe en ce moment, avec des trucs super intéressants. Mais bref, commande T, je vais refaire la même chose qu'avec la copie pixelisée, on va dire. Je vais le diminuer, je vais même le mettre encore en plus petit. Enter. Je vais aller zoomer dessus. Vous voyez que c'est quand même méchamment pixelisé. Je vais dézoomer. Et je vais de nouveau refaire commande T. Et je vais... Voilà. Voilà, on a les pixels d'origine. On n'a rien perdu en qualité, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment un avantage considérable quand on va travailler de manière destructive, qu'on va commencer à modifier. Vous allez voir, on va modifier l'image avec différents filtres, différents calques. On va le déformer un petit peu aussi. On ne va pas faire une grande, belle retouche beauté, parce qu'avec lui, il y a du taf. Et on va faire un truc plus graphique que Photoshop. Oui. Comment quoi? Comment on fait une copie via le code? Comment tu copies? Ouais. Alors, pour copier ton calque, tu peux soit prendre ton calque et le déposer sur le petit plus en dessous. Tu vois, tu as un petit plus ici.
soit tu peux faire un raccourci clavier en appuyant sur la touche commande plus J, soit tu peux aller dans calque et normalement il devrait avoir ici, voilà, copier le calque, multiplier le calque. Bon, moi j'ai mon Photoshop en anglais, mais le principe est le même. Donc j'ai mon calque dynamique ici, et on va commencer par un tout petit peu modifier les contrastes et les tonalités d'image. Il y a deux possibilités. On va ici avoir dans Images, Ajustements, on va pouvoir éditer certaines choses ici, mais ces réglages-ci, en fait, si jamais on a des éléments qui ne sont justement pas dynamiques, ces réglages-ci sont permanents. On ne peut pas revenir en arrière. Donc mon conseil, toujours pour travailler de manière dynamique et non destructive, c'est ici en dessous, vous voyez dans les outils, dans les options ici, on a plein d'options pour jeter un calque, pour créer un nouveau calque, pour créer un dossier, pour créer ici des calques d'effets, des calques de style, et on a plein de possibilités. On ne va pas tous les voir en revue aujourd'hui, mais on va commencer par exemple par les plus fréquents, qui vont être niveau, courbe et teinte saturation. C'est vraiment les trois les plus fréquents qu'on utilise en photo, puis après il y en a un petit peu d'autres, mais on va vraiment aujourd'hui se focaliser un petit peu là-dessus. Niveau ou levels, qu'est-ce que ça va montrer? Ici, du coup, on a la fenêtre de propriété du calque, et en fait, en cliquant là-dessus, on a créé un nouveau calque avec ce petit symbole qui va représenter le symbole de calque de niveau. Et un niveau, qu'est-ce que c'est? Cette espèce de montagne russe représente toutes les valeurs de luminosité de l'image. On a les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs. C'est quelque chose de commun dans tout ce qui est image photographique. Un appareil photo, par exemple, peut afficher cette courbe-là dans un écran avant même de faire la photo pour presque prévisualiser les contrastes de l'image. Mais en gros, voilà, j'ai créé un calque. Il représente ce calque de réglage. C'est vraiment un calque de réglage avec ce petit symbole-ci. Et à côté, on a différents éléments qu'on verra plus tard. Mais ça, c'est un élément très, très, très important dans Photoshop. Ça s'appelle un masque. Et on va utiliser les masques. Un masque de calque, on va utiliser le masque de manière assez intensive dans Photoshop. Toujours le petit œil pour masquer ou pas l'effet. Mais en gros, quand on a les propriétés ici, si jamais vous ne voyez pas l'une ou l'autre fenêtre, on peut aller dans Fenêtre et retrouver propriétés ici. N'oubliez pas qu'on peut aussi, ça c'est une question d'adaptabilité à vous, on peut prendre une fenêtre, la déplacer, la réintégrer à d'autres éléments, la déplacer un petit peu comme on veut, pour gagner au plus ou moins de l'espace. Là, c'est vraiment une question de choix personnel, il n'y a pas d'avantage professionnel ou l'autre. Les réglages de la courbe. On a les tons sombres, les tons moyens, les tons clairs. On veut augmenter le contraste, eh bien, les contrastes, on va rapprocher les tons sombres ici, on va rapprocher les tons clairs là. Là, on commence à augmenter les contrastes. Tout ce qui est au-delà de cette petite tirette de réglage, en fait, on a indiqué à Photoshop que le ton le plus sombre, il n'est pas là. Le ton le plus sombre, il est là. Et que là, ça doit être du noir intense. Et le ton le plus clair, il n'est pas là. Le ton le plus clair, il est là. Et là, ça doit être du blanc intense. Alors, ça c'est quand on appuie sur la touche Alt, mais je ne devrais pas vous montrer ça pour le moment. C'est trop sophistiqué, on s'en fout. Ici, et du coup, vous voyez, on a les valeurs ici. Mon ton sombre, au lieu de commencer à 0, il va commencer à un niveau de gris de 34, je pense que j'étais, et mon ton le plus clair, au lieu d'être à 255, il était à 220, je pense. C'est des valeurs indicatives, hein. On expérimente, vous pouvez prendre les valeurs que vous voulez. Et ici, au milieu, on a ce qu'on appelle les tons moyens, les gris moyens. Et si je glisse mes gris moyens vers la gauche, on va éclaircir ces gris moyens. Si je la glisse vers la droite, ça va assombrir les gris moyens. Donc ça va vraiment modifier un peu le contraste. Là, on a dramatiquement modifié le contraste, on l'a rendu un peu plus pastel, mais un peu plus contrasté quand même. On peut même continuer un petit peu à accentuer si on veut. Voilà, là, c'est un réglage simple pour dynamiser un petit peu une image, par exemple. On a des tas de petites options à gauche, à droite. Ces pipettes, ne vous tracassez pas avec ça pour le moment. Ces indicateurs ici, ne vous tracassez pas avec ça pour le moment. Là, c'est les niveaux de sortie. Qu'est-ce que ça indique? Ça veut dire que on veut effectivement qu'après ces réglages-ci, l'image ait toutes les tonalités disponibles. Mais on peut dire, non, en fait, je ne veux pas qu'il y ait de noir dans mon image. Et là, du coup,
on va commencer à avoir des tons gris, mais on n'aura jamais de ton noir et jamais de ton gris sombre. Et par exemple, on peut dire, je ne veux pas de ton blanc, mais là, vous voyez, on commence à détruire son image. Donc ça, c'est pour faire des effets. Aussi, il faut y aller de manière progressive. On a en dessous, comme sur beaucoup de panneaux de réglage, la possibilité de jeter ce calque, avec le petit œil de le voir et de ne pas voir l'effet, de masquer ou de ne pas l'effet. Et vous voyez que cet œil s'active ici ou pas. De revenir en arrière. Et ça, c'est un petit peu particulier. Ça va en fait permettre de voir l'état précédent du dernier réglage que tu as fait. Si jamais justement tu as changé de réglage, ça permet juste de voir ce réglage-là, on n'utilise pas beaucoup. Et ça, c'est une notion très importante aussi dans Photoshop, mais on verra ça plus tard, pas de stress. Progressivement. Donc là, on a édité par exemple la courbe de niveau par rapport à la luminosité. Vous voyez qu'ici, il y a un petit menu déroulant RGB, et quand on clique dessus, on peut aussi avoir des réglages et éditer son image, mais seulement dans la couche de vert, de rouge, de vert ou de bleu. Parce que vous le savez, les images écran sont composées de 3 couches. Tout ce qui est pixelisé est composé de 3 couches. On a vu avec les process de la couleur, la théorie de couleur additive et soustractive. Les images en RGB vont être composées d'une couche rouge, verte et bleue. Et donc du coup, si jamais on veut, on peut éditer uniquement la couche rouge. Donc tout ce que je vais faire ici, ça va seulement affecter les rouges de l'image. Mais attention, vous allez voir que ça va quand même changer drastiquement la tonalité de l'image. Donc là, par exemple, on va supprimer les tons rouges ici. Là, on va augmenter les tons rouges dans les gris moyens. Ou dans les tons clairs, pardon. Et pareil, voilà, est-ce qu'on veut assombrir ces tons rouges ou pas? Donc on peut avoir des effets comme ça très créatifs si on veut. Là, je vous laisse libre cours pour accentuer, il n'y a pas de justesse ou pas. C'est une expérimentation par rapport à ces réglages-ci. Donc on peut donner des thèmes comme ça. Pareil avec les tons verts. Vous voyez que ça va devenir un petit peu plus bleu dans les ombres. On peut jouer un petit peu comme on veut. Alors évidemment, on peut revenir en arrière parce que je vais vous montrer après une autre méthode aussi. Oui, Samy. Ah, je crois que tu disais quelque chose. Bref. Et évidemment, on peut modifier la couche bleue pour, du coup, rajouter du jaune ou rajouter du bleu d'une manière ou de l'autre. Je ne vais pas rentrer dans la mathématique et la fonction hyper précise de ces réglages-ci, parce que c'est en nombre d'heures qu'on a, ce n'est pas suffisant. Et à savoir, évidemment, on peut toujours revenir ici. Allez, mec, à 0. Et là, les références de base, c'est 1. Là, les réglages me conviennent, donc je peux fermer la fenêtre, mais vous voyez qu'on a... Et 255. Pourquoi? Parce qu'en fait, une image en JPEG, en 8 bits, va être composée de 255 niveaux de rouge, 255 niveaux, enfin 256 parce que le 0 est une valeur, 256 niveaux de rouge, de vert et de bleu. Et donc du coup, vu que les niveaux permettent d'influencer ces valeurs-là, les niveaux d'origine, c'est 0, 1, le 1 étant le gris neutre, à ce niveau-ci. Mais vous voyez, les réglages qu'on a effectués, évidemment, on peut les masquer, les réafficher, et on peut cliquer toujours sur cette petite icône, double-cliquer dessus, et revenir à ces réglages et les remodifier si jamais on a été trop loin ou pas assez loin. Donc ce n'est pas destructeur. De nouveau, première étape, pour modifier son image de manière non destructeur, on peut revenir dessus un petit peu comme on veut. Mais là, regardez, je vais faire quelque chose au contraire d'un peu plus draconien au niveau réglage. C'est pas très beau, on est d'accord, mais on va faire quelque chose d'un peu graphique aujourd'hui. Vous voyez que du coup, le fait d'avoir un petit peu modifié mes niveaux, ça a changé le contraste, mais ça a augmenté quelque chose. Qu'est-ce que ça a augmenté? Quand vous regardez cette image-ci par rapport à cette image-là, il y a quelque chose qui a augmenté. Je ne parle pas des tonalités. Ouais, la saturation a complètement explosé à ce niveau-ci. Donc tu vois, dans les calques de réglage, on a aussi la possibilité d'avoir un calque de réglage teinte-saturation. Ça, c'est un calque et un réglage qui peut être très amusant, très important, mais qui peut vite partir en cacahuète si jamais on en abuse. Donc du coup, vous voyez que j'ai augmenté la saturation avec un calque précédent.
Mais je peux par exemple diminuer, donc on a la possibilité, de nouveau c'est un calque de réglage qui a quelques options différentes. En bas, c'est les mêmes options que partout. On va pouvoir modifier la hue, c'est la teinte de l'image. Si jamais je clique, vous voyez, et que je glisse, ça va modifier la teinte globale de toute l'image sur l'ensemble de l'image. Donc pour faire des effets créatifs ou pas, ou des effets très moches ou pas, c'est une question. Vous voyez qu'on a par exemple de la couleur brûlée, donc elle est beaucoup trop saturée à ce niveau-ci. Donc ça, évidemment, c'est pas joli, ça va pas, sauf si on veut faire des effets. Petit truc d'utilisation, si on veut revenir au réglage d'origine, on double-clique sur le mot teinte et il revient sur le réglage d'origine. Pareil pour la saturation. Vous voyez, je peux augmenter la saturation, je peux diminuer un petit peu cette saturation à ce niveau-ci pour essayer de récupérer un petit peu. Et pareil, on double-clique dessus, on peut revenir à l'origine. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller plus loin aussi. On a aussi la possibilité de modifier la luminosité globale de l'image. Mais vous voyez que là, ça détruit vraiment toutes les tonalités de l'image. C'est jamais très très beau. Donc, si jamais vous devez modifier la luminosité globale de l'image, ne le faites pas ici. Ce calque de réglage, ça va vous permettre de jouer sur la modification de la saturation, de la teinte globale de l'image. Mais attention, le vrai secret, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier la teinte des rouges, des jaunes, des verts, des cyans, des magentas, des bleus, couleur par couleur. Donc par exemple, mes rouges sont un peu trop saturés. Donc je vais juste aller dans mes couleurs rouges. Et du coup, vous voyez ici cette espèce d'arc-en-ciel. Et ces curseurs vont indiquer quelle zone le réglage va effectuer. Quelle zone le réglage va cibler. Donc le réglage que je vais changer ici, il va principalement avoir une influence sur ces tons-ci. De là à là, il y aura 100% d'effet. Et de là à là, l'effet va commencer à être graduel pour que ça soit doux. Il ne faut jamais avoir un effet très tranché. Ce niveau-ci, on va voir. Mais du coup, si je diminue ma saturation, vous voyez que l'arrière-plan, il reste bleu, mais vous voyez que mes tons rouges disparaissent, par exemple. Donc on peut faire des effets graphiques dans ce sens-là aussi. Vous voyez que ses yeux restent assez bleus, par exemple. On peut faire des effets un petit peu graphiques, un petit peu comme les... vous vous rappelez un petit peu l'affiche Obama qui était en tricolore. Il y avait beaucoup plus de taf que ça, mais ça, c'est une des méthodes aussi qu'on peut faire, par exemple. Donc, je vais, par exemple, faire ce petit effet-là, sur cette couleur-ci. Je vais aller aussi dans les bleus. Et là, je vais augmenter, par exemple, ma saturation des bleus. Je vais un petit peu augmenter ma luminosité des bleus. Et voilà. Donc, vous voyez que les yeux, on a augmenté un petit peu le côté un petit peu vivant, brillant. Je vais aller dans les jaunes. Et voilà, je vais un petit peu éclaircir mes jaunes. Et là, je peux même les saturer un peu plus. Non, je vais les désaturer un tout petit peu aussi. Et est-ce qu'on peut lui donner, voilà, non, rouge, ouais, on va rester tel quel. Mais on a un dernier secret. Ce dernier secret, cette espèce de petit curseur, en fait. Si je reviens au début, ce petit curseur, vous voyez la différence, comme quand c'est tellement trop saturé. Ce petit curseur, en fait, vous permet, en le sélectionnant, de transformer votre pointeur en pipette. Et cette pipette va vous permettre de cibler spécifiquement la couleur sur laquelle vous êtes. En cliquant dessus, vous voyez qu'on est dans les rouges. Et si je reste cliqué dessus, là je suis dans les jaunes, il faut évidemment, voilà. Si je clique dessus et que je vais glisser en restant cliqué vers la gauche, je désature les jaunes. Si je vais vers la droite, je vais saturer. Donc du coup, on peut avoir un contrôle. Je veux augmenter ma saturation des bleus. Je vais ici, je sais qu'il va automatiquement mettre dans les bleus. Je vais augmenter ma saturation des bleus. Il va cibler la couleur sur laquelle on clique. Donc ça, c'est un outil qui peut être très très précis quand on veut vraiment augmenter la saturation de certaines zones pour faire des effets un petit peu graphiques à ce niveau-ci. Là, par exemple, les jaunes à ce niveau-ci, je vais essayer de lui donner une teinte un peu plus bleutée. Là, on est déjà au max. Là, on est au max. Alors, la possibilité ici aussi. Bonjour, ça va. On peut aussi coloriser l'image en entièreté, mais ça, c'est pour donner des teintes sépia. Donc, ça, c'est de nouveau pour faire des effets. Donc, on peut avoir des effets, du coup, très, très graphiques et très un peu
un peu particulier. Après, évidemment, le problème, c'est que ici, blue, je vais reprendre mon petit curseur ici et je vais retourner dans les... Ah non. Voilà. Si vous avez un problème comme ça, vous redouble-cliquez sur le cal correspondant et vous reprenez. Voilà. Et là, on était dans les rouges, effectivement, et on va modifier comme ça. Cette méthode-ci, par exemple, c'est une méthode qu'on utilise avec le curseur ciblé. Vous avez déjà vu des personnes qui ont des rougeurs sur la peau, la coupe rose, des maladies de peau, des trucs comme ça. On peut cibler du coup précisément cette couleur un peu rose ou pourpre sur une peau pour enlever les défauts de peau. Ici, on fait quelque chose de graphique. Hein. C'est pas pour aligner sur tranche. Vous allez voir, on va essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu graphique à ce niveau-ci. Je vais aussi aller dans les jaunes. Et voilà, on va garder ça. Hop. Et on va garder ça tel quel. Ça me convient, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer si je vais aller ici? Non, on va rester ça dans cette tonalité ici. Comme ça, on a fait quelque chose d'un petit peu graphique. Dernier réglage et sur lequel vous allez très souvent utiliser, il est peut-être à utiliser avant teinte saturation, c'est le calque de réglage courbe. Il est très similaire quelque part au calque niveau. On a aussi, vous voyez, cette espèce d'histogramme, ça s'appelle un histogramme, cette espèce de montagne russe avec toutes les valeurs des tons sombres au ton clair, mais on a une courbe. Et cette courbe, si jamais je masque les autres réglages, donc on peut les masquer, on a de nouveau l'image d'origine. Cette courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette courbe, elle va faire un peu la même chose que les niveaux, mais de manière beaucoup plus personnalisable et beaucoup plus précise, dans le sens où ici, on a les tons sombres, là, on a les tons clairs. Si jamais on veut assombrir, on peut rapprocher et raccourcir cette courbe. On veut augmenter le contraste. Oui, là, on augmente le contraste de manière assez dramatique. Évidemment, on détruit son image, c'est jamais le but. Du coup, si on veut quelque chose de plus graduel et de plus doux, plutôt que faire une ligne droite, on va faire des courbes. C'est sexiste de dire que les courbes, c'est toujours plus agréable? Non, parce que ça peut être masculin et féminin, donc on s'en fout. Donc, on va faire une courbe, ça va être plus doux et plus agréable dans les contrastes. Et pour ça, vous voyez qu'ici, on a les tons clairs, là, on a les tons sombres, mais on veut augmenter les contrastes. Vous voyez, cette courbe, on a une espèce de petite cible qui peut se placer, et en fait, on peut mettre des points sur cette courbe. Et je vais mettre un point ici, et le fait de mettre un point, ça va me permettre, par exemple, de descendre cette courbe, et je vais mettre... Pardon? Tu cliques et tu glisses. Maintenant, tu peux te déplacer et revenir dessus après. Hein. Tu vois, tu peux le remodifier quand tu veux, mais ça va mettre un point d'ancrage qui va permettre de modifier cette courbe. Et là, on va faire une espèce de petit S, comme ça. Et là, du coup, tu vois, on commence à modifier le contraste, mais de manière beaucoup plus douce. Enfin, pas forcément plus doux, mais de manière plus subtile et moins linéaire, de manière plus contrôlée. Et de nouveau, le contraste va être plus agréable à ce niveau-ci. On peut évidemment faire des effets très créatifs. Hein. Vous avez entendu parler de cette technique de photographie argentique qui s'appelle une solarisation? À part peut-être toi. Solarisation, ça ne dit rien? C'est une technique artistique où en fait tu vas développer... tu peux le faire de différentes manières, mais en gros, la solarisation, c'est que tu vas faire ton tirage argentique, tu ne vas pas le fixer, et tu vas le réexposer à la lumière pour faire Non, ça c'est un photogramme. Une solarisation, c'est tu as développé ta photo, tu le révèles, tu le passes au bain d'arrêt, mais avant de le fixer, tu le remets un petit peu à la lumière quelconque, et ça va donner une accentuation, une inversion presque comme ça. C'est pas comme la boîte à viande, ils font pas ça avec... La boîte à viande? Non, Afghan. Oui. La Afghan box. Oui, c'est quelque chose comme ça, mais non, c'est pas ça en fait, non. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment principalement au développement de ton négatif. C'est pas avant. Donc ici, vous voyez que j'ai fait un petit effet. On peut évidemment faire des effets très artistiques ou pas, mais là, on va garder un truc un peu contrasté. Et de nouveau, pareil, on a aussi la possibilité de modifier les rouges, les verts et les bleus. Ici, par exemple, je vais aller dans mes rouges. Et vu que c'est une courbe, si je vais augmenter ma courbe, qu'est-ce qui se passe? Si je clique au milieu de ma courbe et je la monte,
Merci. J'augmente les rouges. Si je la descends, merci, je diminue les rouges. Donc du coup, on peut là aussi faire des effets très prononcés ou pas, très graduels. Et du coup, on peut avoir des approches. Allez, choupignon. Et donner vraiment une teinte totalement bleue à ce niveau-ci. C'est une question de bon sens, de logique. Hein. Là, je ne vous dis pas forcément que c'est beau, je vous montre les outils. Et vous allez voir que même en faisant de l'à peu près, on peut arriver à quelque chose d'un petit peu graphique ici aussi. Là, j'ai donné du coup cette petite teinte bleue d'une autre manière qu'avec l'outil de teinte saturation, qui est évidemment un petit peu différente. On a aussi la possibilité d'utiliser le petit curseur magique pour cibler. Et il va aussi du coup, mais vous voyez que ce petit curseur magique, il a du coup, là où j'ai ciblé, il a mis un point précis de là où j'étais. Et donc du coup, je peux modifier vraiment cette zone-ci pour vraiment l'étendre et compenser beaucoup plus certains endroits. Et on peut mettre des points comme ça pour faire des trucs très précis ou très n'importe quoi, pour faire des effets très graphiques. En jouant sur ces effets-là, on peut faire des effets très graphiques pour faire une création un peu libérée ici aussi. Si par exemple je décide de garder ça parce que je le vaux bien, on peut toujours réafficher les réglages du dessous, mais vous voyez que du coup ça devient un peu destructeur. De là, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être un petit peu ordonné à ce niveau-ci. Et il est temps de parler de ce rectangle blanc. Les masques dans Photoshop, c'est une notion importante, capitale. C'est vraiment pour moi un des 3 éléments les plus importants dans Photoshop. Les masques, qu'est-ce que c'est ? Un masque, c'est une espèce de calque au-dessus de ton image qui va révéler ou masquer le contenu de ton calque. Que ce soit des pixels, du texte, du vectoriel ou des effets. Ici, j'ai pas de pixels, j'ai pas peint, j'ai pas fait de forme, j'ai rien fait, j'ai juste fait un effet avec des courbes. Ce calque est accompagné d'un masque de calque, et avec n'importe quel outil pour remplir, avec le pinceau, avec un outil forme, avec un outil dégradé. Si je peins avec du noir dessus, je vais augmenter ma taille de pinceau. Alors, pour les personnes qui ont un Mac, quand j'appuie en même temps sur la touche CTRL et Option, en cliquant, je peux augmenter à droite et à gauche, diminuer la taille de mon pinceau, et en haut et en bas, diminuer la dureté du pinceau. On va voir ça après, si vous voulez, la dureté du pinceau et les réglages du pinceau. Mais regardez, je veux diminuer un petit peu ces tailles ici. Donc, CTRL et Option, on appuie en même temps quand on clique. Gauche-droite, on change la taille. Au bas, on change la dureté. Et regardez, je vais peindre avec du noir sur cet œil-ci. Et là, en peignant avec du noir, je mets un masque et je bloque cette zone-ci avec l'effet que j'ai fait. On peut, en cliquant sur les touches de modification, si je clique sur la touche Option en cliquant sur le masque, je vois mon masque, il est fait avec du noir que j'ai peint et du blanc où il n'y a rien. Le blanc révèle, le noir masque. Question d'examen. Le blanc révèle, le noir masque. Ça pourrait être presque une chanson de Jeanne Masse d'ailleurs. Mais donc, ça nous permet justement de pouvoir, du coup, être très créatif. De nouveau, si on veut ou pas, c'est toute une question de bon goût. Donc, on peut faire évidemment au pinceau. On peut revenir en arrière, comme tous les programmes, commande Z, 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 commande Z. Hop. Si jamais on veut éviter de faire du commande Z en permanence, on a la possibilité, avec la fenêtre History, de voir toutes les étapes qu'on a fait dans Photoshop jusqu'à 50 niveaux. On peut aller dans les options pour augmenter ces niveaux. On peut aller jusqu'à 100, 1000, il n'y a même pas d'infini si on veut. Et du coup, voilà, je peux même revenir en avant. Je peux vite revenir en arrière avec ces étapes-ci. Ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez fait à chaque moment. La fenêtre historique vous permet de voir toutes les étapes qu'on a fait, voire même de revenir à l'image d'origine.
Là, c'est mon image d'origine, sans aucune modification. Et évidemment, on peut revenir à ce niveau aussi. Donc masque, c'est une notion très très importante. Regardez, si je fais une forme rectangulaire, on va faire une forme rectangulaire ici par exemple. Hop, je vais essayer de couper l'image en deux. Hop, mais je vais le remplir avec du... À votre avis, je ne veux pas que l'effet se voit sur ce côté-là, je vais remplir avec quelle couleur? Merci Zoé. Avec du noir. Hop, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, Igor? Voilà, mauvais calque, merci Zoé. Donc, plutôt faire du coup des pixels, ça marchera mieux. Ce sera plus simple. Je fais ma forme, ici. Elle peut dépasser, on s'en fout. Je peins. Et vu qu'on a mon masque ici, qui est mi-visible, mi-pas visible. N'oubliez pas qu'on peut aussi modifier, avec Command T, on peut quand même modifier aussi un masque. On peut l'étendre, on peut lui faire des rotaciones. Hop. Et si jamais on veut le modifier que dans un sens, on appuie sur majuscule et on va le modifier que dans un sens par exemple. Je vais le placer ici. Je vais l'étendre comme ça et je vais essayer de quand même... Hop. Voilà. Après, il y a des moyens plus précis pour le faire, mais... Ok, donc du coup, on peut faire évidemment des masques avec des formes comme ceci. Si jamais vous dites « Ah oui, tiens, la forme que j'ai faite ne va pas », vous pouvez là aussi resélectionner l'élément ou pas. Si vous faites un commande T, s'il veut bien, commande T pour sélectionner, et backspace retour arrière ou pas. Non, là, il ne veut pas. Commande T. Voilà, commande T, excusez-moi, on va y arriver. Commande retour arrière, vous pouvez supprimer ce qu'il y a dans le masque et recommencer, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier, et une notion très importante, le masque, le noir masque, le blanc révèle, mais du coup, le gris fait quoi? Merci. J'adore votre participation aujourd'hui, elle est fabuleuse. C'est lundi. Le gris, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, si je vais nouveau faire mon calque pixelisé ici, mais je vais plutôt peut-être faire une shape, mais je crois que shape, ouais, on est d'accord. Il ne veut pas. Donc, on va prendre l'outil dégradé, et on va prendre un dégradé très simple, basique, noir sur blanc. On va y arriver. Hein. Et l'outil dégradé, on verra à un moment donné, pas aujourd'hui, de manière plus profonde, l'outil dégradé, mais c'est pour vous montrer l'utilisation de l'outil dégradé par rapport au masque. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un dégradé qui va du noir vers le blanc en passant par le gris. Je vais cliquer ici, je vais aller jusque là. Si jamais vous voulez être sûr de faire une ligne droite, vous appuyez sur majuscule et il va faire du coup des angles à 45 degrés. C'est une petite astuce que vous allez utiliser très souvent. Majuscule et ça va systématiquement faire des lignes droites à 45 degrés dans différents angles. Vous voyez que ça snap de l'un à l'autre. Et je vais aller ici par exemple. Là du coup, vous voyez qu'il m'a fait, il m'a fait un masque dégradé du noir vers le blanc et donc du coup l'effet que j'ai choisi devient graduel. Et là aussi ça devient un petit peu plus créatif ou pas. Et de nouveau avec commande T, on peut aussi le transformer pour qu'il soit un petit peu plus réduit ou pas. Mais là on a déconné Igor. Pour l'étendre un petit peu ou le contracter pour varier un petit peu différemment ce petit dégradé. Entre autres, il y a d'autres méthodes, mais ça c'est une méthode qui marche bien si on veut un petit peu étendre ce dégradé. Ok, je vais arrêter la première vidéo là, 34 minutes. Bouyakasha. Donc on a fait un calque dynamique. On verra encore tout à l'heure l'intérêt des calques dynamiques. On a travaillé avec des calques de réglage, niveau, teinte, saturation et courbe pour appliquer des réglages dans ce cas-ci créatif et très moche. Mais ce qui est très moche pour quelqu'un est très très beau pour quelqu'un d'autre. Merde.
hop, prochaine vidéo après. Au revoir.